Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Anthony, Salut Félix, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je crois que tu m'as déjà interviewé. Ah. Et je crois qu'en fait c'est pas mon tour aujourd'hui de faire le podcast. Donc écoute, je suis content de te recevoir encore dans les studios pour cet incroyable épisode des Casseurs du Code. C'est un épisode spécial, en effet. Exact. Pourquoi? C'est un épisode spécial parce que c'est toi cette fois qui est du côté de l'invité. Bah ouais. Donc à force d'inviter les gens, tout le monde te disait mais Félix, quand est-ce que toi tu passes derrière le micro? Maintenant qu'on a réussi à te convaincre et que t'es bien derrière le micro, bah du coup on va te garder. Donc ça va être ton tour de raconter un petit peu qui t'étais avant THP, qu'est-ce que le code t'a apporté, pourquoi tu t'es mis à coder et comment ça va aujourd'hui maintenant avec THP. Donc c'est vrai que tu commences toujours par cette incroyable question. Donc Félix, je vais te la poser du coup. Qui étais-tu avant THP? Qui j'étais. J'ai rentré dans le cliché et j'ai remonté à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? En fait, il y a 10 ans, j'ai regardé The Social Network. Hashtag cliché. C'est clair. Ah, t'étais jeune. J'étais jeune, oui, j'avais quoi, 19-20 ans. Je regarde ce film et je me dis, putain, j'aime beaucoup l'état d'esprit, monter sa boîte. Enfin, j'aime beaucoup l'état d'esprit start-up. On va dire monter un truc sur un canapé en même temps que les études, rencontrer plein de gens, c'est marrant, on monte des trucs, les campus à l'américaine. Et je m'étais dit, waouh, j'aimerais bien faire comme ça et tout, évidemment. Bien sûr. Ton autre standard de la carrière, c'est la défense et les costards versus une bande de jeunes qui changent le monde. Enfin, désolé, mais Ouais. en plus, on est de la génération, c'était quoi, génération Z, les millennials comme on appelle. Et nous, on a grandi avec Google, Facebook et tout. Et pour nous, bah ouais, c'est eux, ils changeaient le monde et les Coca-Cola et les machins. Enfin, tu vois, tu fais ok boomer quoi. C'est exactement ça. Donc tu fais ok, ça m'inspire. J'ai trop envie de vivre ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti m'imprégner de la culture et je suis parti étudier en Californie. Ok, combien de temps? 1 an. T'étudiais quoi déjà? Économie, business, enfin tu vois, Ok, donc c'était pas non plus de l'entrepreneuriat ou de la pure start-up. T'es en économie à la base. Ouais, je suis en économie à la base. Alors oui, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat. Après, j'ai commencé à faire des mineurs en entrepreneuriat. Bon, on y reviendra sur mes études. Du coup, j'ai fait de l'entrepreneuriat et j'ai pris des cours d'entrepreneuriat là-bas. D'accord, ok. Donc est-ce que c'est à ce moment-là du coup que tu découvres un peu l'univers finalement de la tech, du code, ce genre de choses, ou c'est quelque chose que t'avais déjà vu avant? Comment t'en es arrivé au code après ça en fait? Ah bah ça, faut remonter quelques années plus tard. Le code, et malheureusement, malheureusement, j'ai pas fait de code dans mes études. J'ai fait que de l'économie et de la finance et compagnie. Et en fait, rapidement, je m'étais dit, bah oui, évidemment, tu t'imprègnes un peu du milieu, tu vois Google et tout le monde parle des ordinateurs codés derrière le code. T'as forcément voulu monter une boîte ou un truc comme ça, genre c'est obligé. bah ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que ouais, donc en Californie, je m'étais dit, ah ouais, j'ai repéré un besoin. Le besoin, c'est les textbooks à l'américaine, ça coûte genre $200. Donc pour prendre un cours, je sais pas, tu prends macroéconomie 3 avec professeur, je sais pas quoi, tu dois acheter le textbook. Et le textbook coûte $200. Et il y a un marché sur ça en disant les élèves en fait ils sont un peu vénères à chaque fois d'acheter des textbooks à $200 pour tous leurs cours. T'imagines, tu prends entre 5 et 10 cours par trimestre, ça monte rapidement l'année. Et donc je m'étais dit, mais le textbook au final tu prends macroéconomie 3 à Harvard ou macroéconomie 3 à l'université de Notre-Dame ou macroéconomie 3 à l'université de Floride, en fait c'est à peu près toujours le même programme. Enfin tu vois, un cours de théorie des jeux, bon au final voilà quoi, tu vois Nash et compagnie. Et donc je m'étais dit, ah mais attends, on n'a qu'à monter un espèce de Wikipédia des textbooks en fait. Au final, bah, c'est toujours plus ou moins le même programme dans les textbooks. Bah, les élèves en fait, de manière collaborative, vont écrire des cours et puis comme ça t'évite d'acheter $200 les cours. Ok. Donc c'était une idée que j'avais à l'époque et je m'étais dit, ok, vas-y,
bah j'aimerais bien savoir coder pour le faire. Tu sais, classique, il me faut La un base. CTO. Et donc je m'étais dit, ah bah je vais apprendre à coder moi-même, Normal. normal. Donc tu y es mis à ce moment-là du coup. Et j'ai essayé. T'as essayé, ça a pas marché ce coup-là. J'ai essayé, c'est pas marché. Donc qu'est-ce que j'ai fait de l'époque? J'ai tapé sur internet comment apprendre à coder. Non, je connaissais Classic aussi shit. classique. Non, je connaissais aussi le site du zéro de. Bah, j'avais essayé d'apprendre vite fait HTML, CSS, je sais pas, quand j'étais ado, un truc comme ça. Et donc je m'étais dit, vas-y, je m'y mets sérieux et j'essaie d'apprendre le code via le site du zéro. Donc voilà, bah, dédicace à Mathieu Nebra et son célèbre la cours base. HTML, CSS. Zozor, LAN d'HTML, CSS. Et les petits smileys là qui donnent trop envie, qui nous remettent en confiance. Et donc du coup, j'avais essayé d'apprendre à coder via ça. Et malheureusement, c'était pas aussi simple que ça. Je pense que ça manquait peut-être un peu de projets un peu actionnables. Alors j'adore ce cours, mais alors on en parle. Le premier projet qui est fais ton CV en HTML, CSS, fais-le comme tu veux. Voilà, Mathieu Nebra, si tu nous écoutes, c'est pas un bon projet. Ouais, ça a dû changer après, c'est sûr, mais Non, je crois que c'est effectivement, toujours le même. Ah ouais, ok, Bon, d'accord. voilà, Ok, mais oui, je suis assez d'accord là-dessus. Donc du coup, t'as essayé HTML, CSS. Tu t'es rendu compte peut-être à ce moment-là que c'était pas suffisant pour faire un site ou que c'était très compliqué, j'imagine. Exactement. Donc je m'étais dit, dommage. Peut-être qu'il fallait que je me mette vraiment à temps plein dessus en me disant, vas-y, j'apprends à coder, je me sors les doigts et puis on y va. Pendant 3 mois, je rentre dans ma grotte et j'apprends à coder. Bon, toujours est-il. Voilà, j'étais un peu frustré, je m'étais dit, c'est dommage et tout. En plus, c'est l'âge où t'es un peu imprégné, t'as plein d'idées, t'as plein d'envies, t'as envie de faire plein de trucs et tout, t'as plein d'énergie. Et donc, tant pis, je me dis, c'est pas grave, je continue à étudier le business et compagnie, l'économie. Et puis voilà. Ok, donc du coup, ouais, Silicon Valley, San Francisco, la totale et tout ça. Est-ce que du coup, quand tu rentres en France, t'as quand même toujours cette volonté de monter une boîte, de faire un projet entrepreneurial Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah ouais, toujours un peu, parce que c'est pareil, je suis toujours aussi jeune, voilà, j'ai pris qu'un an, et j'ai toujours un peu cette énergie à me dire, vas-y, tu prends toujours le même référentiel. La défense en costume versus une bande de Jones. Ah bah la bande de Jones, c'est en direct. Hein. Tiens, genre, la question est vite résolue, répondue. La question est vite répondue. C'est ça. Donc ouais, carrément. Donc là je me dis, ok, c'est hyper intéressant, j'aimerais bien faire ça. Donc je vais faire mes études, j'ai commencé mes études à l'entrepreneuriat au final. Vu que j'ai un peu manqué le coche pour apprendre l'informatique lors de mes études, parce que je suis parti en économie et non pas en info. Et comme dirait si bien Paul Graham, c'est très facile pour un ingénieur d'apprendre le business, mais l'inverse est pas vrai. Bon, après, je suis pas forcément d'accord parce que on verra plus tard, mais j'ai réussi à former des milliers de gens après, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit, ok, cool, ça m'intéresse, donc j'ai étudié l'entrepreneuriat. Donc je suis rentré en France et j'ai étudié l'entrepreneuriat à Dauphine. Ok. Mais du coup, c'était comment en fait ces cours d'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Vous y viez quoi? Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais surtout? Alors, je pense que ce soit Dauphine ou l'Université de Californie ou même mes autres études, en fait, les cours de l'entrepreneuriat, surtout à l'époque, c'était l'entrepreneuriat tel qu'on le voyait. À l'époque, alors pour les personnes qui ne savent pas, à l'époque, donc avant la Startup Nation. À l'époque, là c'est en 2010, on est en 2020-2011. Là, 12. Du coup, on est en 2012-2013. Ok, 2012-2013. Jusqu'à 2014. Donc même en France, c'est l'écosystème entrepreneurial est très peu formé même. Exactement. L'écosystème entrepreneurial, vraiment la seule chose de l'entrepreneuriat de l'époque, c'était le mouvement des pigeons. Je connais même pas. Je sais pas, c'était les entrepreneurs là, mais c'était Jean-Michel l'entrepreneur qui disait, François Hollande, il avait dit quand tu revends une entreprise, t'es plus taxé. Il disait c'est une honte, machin chouette. Enfin voilà, à l'époque c'était ça, tu vois, c'était encore un peu old school. Et les cours d'entrepreneuriat, ça se voyait, tu vois, c'était vraiment création / reprise d'entreprise. C'était des entreprises qui avaient un modèle type un peu industriel, tu vois, tu coûts fixes, les coûts variables, les machins. Enfin voilà, quoi, tu fais des business plans un peu à l'ancienne. Et une fois que ton business plan il est prêt après 10 ans, tu commences à monter ton projet. Okay. Et donc en fait, après on peut alors l'en vouloir parce que c'était les cours de l'époque. Et évidemment que le modèle entrepreneurial c'était un peu à l'époque. Il a fallu attendre un petit peu longtemps avant que les théories de Eric Rice et compagnie ou de Peter Thiel soient un peu appliquées et on dit fonce d'abord, réfléchis plus tard quoi. Et donc du coup moi les cours de l'époque j'ai fait ouais c'est cool mais moi j'ai envie de travailler sur un canapé avec des poteaux quoi. Normal. Enfin vraiment cet imaginaire. Vraiment, tu sais, un peu les débuts de Google, tu travailles dans des garages et tout. Ça m'inspirait plus à l'époque, évidemment, parce que j'étais toujours aussi jeune, que monter une boîte, faire un plan financier, et puis après, le jour où t'es prêt, tu montes ta boîte. Et je m'en souviens, ça c'était marrant. À l'époque, lors de mes cours, on était allé voir une conférence d'un prof de HEC Entrepreneur, et il se sentait obligé de faire l'apologie
de l'audace de monter sa boîte. C'est vraiment, à l'époque, c'était quand tu disais que tu montes ta boîte, c'est les gens, la réponse, c'était c'est risqué. Tiens, imagine en 10 ans comment l'état d'esprit a changé. Maintenant, aujourd'hui, le master le plus prestigieux de HEC, c'est HEC Entrepreneur, c'est plus HEC Finance. Et à l'époque, c'était un peu le truc un peu lame, quoi. Tu montes ta boîte, loser, enfin c'est risqué, quoi. Tu prends des risques alors que tu pourrais bosser en finance, quoi. Donc voilà, les cours, je peux pas trop leur en vouloir d'être basé sur un modèle qui, moi, évidemment, moi, c'était pas le modèle que je cherchais, mais en même temps, tu vois, voilà, j'ai été inspiré par ce modèle. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait. C'est trop Startup Nation d'ailleurs, les cours. Tu vois, les critiques qu'on peut faire des formations, c'est de se concentrer, tu sais, le modèle un peu family, en mode tu montes ta boîte, tu lèves pour relever, et ainsi de suite. Et du coup, il y a d'autres mouvements, la croissance rentable, les gens qui se disent, bah ouais, j'ai envie de monter one-man startup, tu vois, enfin monter une boîte lifestyle ou un truc comme ça, bien sûr. Exactement. Tu vois, Tim Ferriss et tout, là, avec 4 Hour Week, qui popularise un peu ça. Bah, le modèle Startup Nation, aujourd'hui, vu qu'il est un peu galvaudé et tout, oui, on voit ses limites. Mais à l'époque, c'était pas du tout le truc. Moi, je m'en souviens, quand je faisais mes études, The Family n'était pas encore lancé. D'accord, ok, ouais, ça remonte. Ça remonte. Le papy, ok, boomer. Et ouais, j'ai vu leur première conf et tout, et je fais Oussama Mar, il parle trop bien et tout. Normal. L'effet que tout le monde a un peu en regardant les confs de The Family. Exactement. Donc, ok. Cursus entrepreneurial, études d'entrepreneur et tout ça, donc forcément, tu montes ta boîte du coup. Presque. Ils sont où les canapés là? Les canapés. Alors, mais justement, si. Alors, le truc c'est que pourquoi j'ai pas monté ma boîte? Parce que, tu sais, t'as ta fameux truc, il me faut un CTO, je sais pas coder. Classique, hein, tu sais, à l'époque, t'es un peu en mode, oui, machin. Non, surtout, en fait, le truc, c'est que j'avais pas, d'idée. Enfin, tu vois, je m'étais dit, il y a rien qui me donne envie de monter ma boîte. Bon, on y reviendra un peu, justement, comment j'ai monté THP, de manière presque accidentelle. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas, j'étais un peu en mode notion, bon, bah, vas-y. Tu te sentais pas avoir l'idée du siècle en disant, putain, c'est bon. Et je me sentais pas, surtout, d'avoir l'idée tout court. Tu vois, j'étais un peu en mode, oui, j'ai aucun pain. Après, évidemment, une idée, ça se trouve. Hein, tu fais une étude de marché viteuf. Enfin, tu vois, j'ai fait 5 ans d'études dans ça. Je suis capable de trouver. Il y avait rien, en tout cas, qui t'animait suffisamment pour te dire, je monte une boîte, en tout cas. Exactement. Okay. Et surtout, après aussi, le problème financier. Tu vois, tu sors d'études, t'as 0 thune, faut que tu payes ton loyer. Ouais. Bon, bah, du coup, je cherche un taf. Normal. Et là, donc, je rentre à Jam, donc une boîte. À l'époque, c'était un chatbot conversationnel d'intelligence artificielle. Et là, c'est bon, j'ai enfin trouvé l'état d'esprit canapé. Vraiment, Jam, pour moi, c'était... Bon, j'ai pas fait 36 milliards d'expériences dans ma vie, mais clairement, on bossait dans le chantier, évidemment. Ouais, là, c'était 2013-2014, ils étaient au tout début de Jam, en plus, à ce moment-là. Ça devait être encore 5, 6, peut-être dans la boîte, non? C'est ça? Ah ouais, tout à fait. Alors, ils étaient au tout début, mais Jam, c'est quand même une longue histoire. Mais clairement, ils étaient au tout début, ils étaient à peine sortis de leurs études, un peu comme moi, tu vois, c'est une bande de jeunes qui ont 25 ans, qui se disent, vas-y, YOLO, on va rigoler. Donc, on code sur les tables avec des tréteaux. Oui, en plus, c'est incroyable l'histoire de Jam sur ces aspects-là. Jam, ils ont tout vécu. Et une équipe, voilà, une belle bande, à qui je salue tout le monde. Vraiment, là, c'est bon, j'ai trouvé ça. Ça va vite, c'est efficace, c'est un peu l'univers. En plus, c'est pareil aux embryons de la Startup Nation de l'époque. Enfin, tu vois, Nouma existait encore, donc ils avaient fait l'accélérateur du Nouma, l'incubateur. Feu, le camping, très bon accélérateur. Et donc je retrouve ça, c'était trop bien. Donc ils faisaient une intelligence artificielle, on avait fait une levée de fonds et je m'étais éclaté. Donc moi je faisais là-bas du produit et des opérations. Le truc c'est que c'était une boîte d'intelligence artificielle. Donc là, mes relents de volonté de code sont forcément obligé. En plus t'étais au contact du coup de Loïc là-bas, j'imagine. Ça doit donner envie forcément de coder. Les mecs qui étaient là-bas, qui faisaient du code chez Jam. Ça te donnait envie. Ça te donnait envie, oui, c'était assez brillant et surtout c'était une boîte très tech. T'imagines, tu fais de l'intelligence artificielle, un chatbot conversationnel, donc t'as très peu de trucs qu'on voit et donc il y a beaucoup de trucs qui se font sous le capot. Et là je suis un peu en mode, je ne sais pas parler aux devs, ça m'énerve, je comprends rien, c'est nul. Alors en plus, à l'époque j'avais suivi très bon cours d'ailleurs, CS50 là, de Harvard. Ok, Computer Science 50, ok. Computer Science 50. Et donc il y avait quelques blagues que je savais placer, tu vois, en mode RMRF, lol et tout. En fait, le code ça commence par les blagues d'abord. Toujours, très important. C'est vraiment, si vous voulez. C'est d'abord le style du dev, après la compétence. L'imaginaire. Mais c'est exactement ça. Si vous voulez faire genre que vous y connaissez auprès des devs, vous faites des blagues de dev, mais genre un peu lame, genre il a mis RMRF, lol, franchement. Ça marche trop bien. Les gens vont dire, oh, t'es un vrai et tout. Ouais.
Et donc ouais, je m'étais dit, j'ai vraiment envie de savoir coder parce que c'est un peu frustrant, j'y connais rien, machin. En plus, tout le monde dans l'équipe, même les gens qui étaient un peu du secteur biz, connaissaient un petit peu l'univers du code. Donc t'es un peu en mode, ah putain, mince, j'en reviens. Tu sais, en plus, le côté un peu touche à tout ninja, t'as trop envie d'être comme ça. Je bossais vraiment dans cet univers de la startup, donc j'ai enfin trouvé, là, j'étais trop content et tout. Bah là, c'était vraiment les débuts qui commençaient à monter de l'univers de la startup. Donc les travaux de Fleur Pellerin et Axel Lemaire, qui avaient donc les ministres chargés un peu de l'économie numérique, qui avaient un peu commencé à porter leurs fruits parce que France, on dit on est trop à la ramasse en termes de tech, faut un peu monter le truc. Et pareil, The Family commençait un petit peu à se faire un nom. Donc on commençait un petit peu à avoir une scène tech qui commençait à monter. Xavier Niel, là, il avait monté 42, je crois, en plus, peu de temps avant, un truc comme ça. Donc ça commençait un peu à monter. Et là, je me suis dit, ok, c'est un univers que j'adore, c'est trop bien. Les gens viennent en short au bureau. J'habitais dans le Sentier, le bureau était au Sentier. J'avais pas le temps de finir ma chanson dans mon MP3 que j'étais au bureau. Déjà au bureau, ok, ouais. À pied. Tu fais, bah ouais, c'est le feu, tu vois. Enfin, genre la base. Et donc je me dis, ok, j'ai vraiment envie de rester dans ce milieu. C'est trop frais. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à coder. Ok, donc là, du coup, t'es au moment où tu dis, je vais y aller, je vais apprendre à coder. Donc, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu y vas? Et où est-ce que tu apprends à coder, du coup, en fait? Comment t'apprends à coder? Alors, j'aime bien ta question. Je vais y aller, je vais apprendre à coder. Où est-ce que je vais? Je vais en Corée du Nord. Et là, tu fais quoi? Rien à voir. Tout à fait pertinent. Grand leader, il va t'apprendre à coder, certainement. Ils ont pas un seul ordinateur là-bas, mais ok, la Corée du Nord. Ok, d'accord. Okay. Donc tu fais Sentier, Corée du Nord, Pyongyang, aller-retour. Pyongyang Express, là. C'est ça, Pyongyang Express. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Corée du Nord? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Comment on arrive de la Startup Nation qui est pas du tout une dictature jusqu'à la plus grande dictature mondiale? Pareil, il faut s'imprégner de tout. ah ouais, c'est les extrêmes, hein, Silicon Valley. Non, en fait, donc comme tout Jones de 25 ans qui vient de partir de son taf, je me dis, c'est le moment où je dois faire un petit tour du monde. Classique, normal. Tu vois, okay. Je pars de chez Jam. Et là, je me dis, ok, cool, j'aimerais bien apprendre à coder pour après. Bah, c'est normal. Ça fait quelques temps déjà que ça m'intéresse et tout, donc je me dis, ok, j'ai envie d'apprendre à coder. Mais d'abord, partons en vacances. Et le fameux tour du monde quand t'as 25 ans, c'est normal, t'es jeune, t'as pas de copine, t'as pas d'enfant, enfin, tu vois, c'est le moment d'y aller. T'y vas et tu dis, vas-y, go. Introspection, bouquinage. Exactement, introspection, bouquinage. Et je m'étais dit, j'ai toujours rêvé de faire le transsibérien. Et je me dis, go, okay, vas-y, go transsibérien. Donc je pars de Saint-Pétersbourg et je vais jusqu'à. Du coup, je m'étais dit, par pure curiosité, la Corée du Nord, vas-y, allons-y, regardons. Bon, voilà. Mais. Du coup, je fais le transsibérien et j'embarque plein de bouquins avec moi parce que voilà, c'est voyage en mode. Il y avait quoi dans ta sacoche, dans ta besogne de bouquins alors du coup? Ah putain, attends. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris Freakonomics, que j'ai bien aimé. Ok. J'avais pris Sapiens, le fameux. D'accord, de Yuval Noah Harari. De Harari, ouais, qu'on m'avait recommandé juste avant. Et donc je me suis dit, vas-y, go. J'avais pris la biographie de Steve Jobs. Ok, d'accord. Donc on est encore dans l'aspect startup quand même. Elle est incroyable cette biographie, faut le dire. Ah bah j'y reviendrai parce que justement elle m'a un peu inspiré. Mais oui, elle est pas mal du tout. Enfin voilà, biographie de Steve Jobs, c'est encore un peu un cliché. le mec il accumule les clichés. J'avoue, t'es un cliché ambulant un peu. En fait t'es juste un cliché. Ouais, non, je vous jure, je suis différent, je suis pas comme tout le monde. Et j'avais pris Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Ok, donc ça fait déjà pas mal de lecture mine de rien, parce que c'est pas des petits romans quoi. Ouais, je m'étais dit vas-y, de toute façon je serai dans le train donc je vais lire. Ouais. Combien de temps t'as mis ce voyage là du coup? Ah, j'ai mis 40 jours. 40 jours. Ouais, okay, en plus c'était en novembre-décembre, donc tu sais la Sibérie par mois, pas mal. Okay. 20. On est sur une personne qui sort de sa zone de confort là. Ouais, qui va voyager seul tout fin fond de la Sibérie. Et donc je suis dans le transsibérien. J'avais dit que j'allais revenir à la biographie de Steve Jobs, donc j'étais en train de la lire, qui est assez longue. Bah alors pour un peu casser ce cliché, cette biographie, surtout la première moitié, elle est hyper intéressante si tu t'intéresses un minimum. Et moi j'aime beaucoup l'imaginaire des startups des années 80. Vraiment le côté un peu hacker bidouilleur au sens originel de l'invention, c'est-à-dire en fait les gens qui étaient passionnés et qui disaient vas-y on va utiliser les ordinateurs pour s'amuser, faire des trucs, tu vois. Vraiment tu vois Halt and Catch Fire, enfin vraiment tout cet imaginaire là. Pareil les prémices des jeux vidéo des années 80, début des années 90. Tout ce qui était Atari, ce genre de choses. Plus
la scène française, tu vois, avec ce que faisait Eric Chahi et tout. C'était un truc qui me parlait beaucoup. Donc en fait, je lisais la première moitié et là, Steve Jobs, il a fait ci, il a fait ça. Et il avait quoi, 22, 23, il monte des trucs, il bricole des ordinateurs et puis il change le monde. C'est un personnage complètement atypique. Il est vraiment décrit dans la biographie comme un personnage un peu fou. Donc il y a vraiment cet imaginaire dingue. Il est hippie à cette époque-là où il marche pieds nus et tout. Enfin, c'est vraiment. Il se lavait pas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le marginal dans sa splendeur la plus pure. Exactement, ouais, c'est ça, le marginal et surtout qui se dit vas-y, les ordinateurs, il y a quelque chose à faire, on va changer le monde avec. Tu vois, et là tu fais stylé, putain, il avait 25 ans, il change le monde. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Et là je m'étais dit mec, t'essaies d'apprendre à coder, pourquoi pas lancer un truc. Voilà, bon, l'idée me trotte un petit peu comme ça, tranquillou. Et en fait, ce qui est marrant, donc je voulais apprendre à coder et je me disais ok, qu'est-ce que je vais faire pour apprendre à coder? Donc il y a plusieurs solutions. Donc t'avais tous les Codecademy et compagnie qui étaient intéressants, Open Classroom, Codecademy, que j'ai essayé mais qui m'ont jamais vraiment, enfin tu vois, j'ai pas réussi à avoir vraiment le gros déclic parce que ça manquait peut-être de côté un peu applicatif. Tu vois, tu vois les cours Codecademy, tu vois, tu vas à la fin, il te dit bravo, t'as gagné, tu maîtrises Ruby et tu fais Tu te mets devant ton terminal, encore même pas parce que Codecademy tu utilises même pas le terminal, tu utilises le terminal du site, mais devant ton ordi tu fais ok, je sais Ruby, mais comment je fais des sites? Comment je fais les trucs que je veux faire? Super, mais non, je sais rien faire. Et donc vraiment tous ces trucs manquaient peut-être un petit peu d'applicatif et surtout tu te retrouves, tu sais, c'est assez dur de se motiver seul tout. Voilà, le premier matin dur, bien sûr. tu te branches à 9h, le deuxième à 10h, le troisième à 11h et le quatrième tu vas boire des coups avec tes potes quoi. Normal. Donc je me dis ok, c'est pas ouf, il y a 42 options. La 42 qui était à ça au moins 3e année, je pense, un truc comme ça. 3e année, qui a l'air assez frais, tu te dis ouais, ça a l'air cool et tout. Et à l'époque, je sortais avec une fille qui faisait la piscine. Et là, elle revenait tous les soirs, genre à 3h du mat, en faisant du C, genre le langage old school. Obscur. C'est pas obscur, mais c'est genre les trucs des années 80, quoi. Et tu fais non, moi j'ai juste envie de savoir parler au dev, savoir faire des sites web. Qu'est-ce que tu me saoules avec le C, là, je sais pas que ça a foutre de ma vie, là. Allez, remballe ta daube, là. Donc, remballe tes pointeurs. Remballe tes pointeurs. Et donc. Et donc là, je me dis, ouais, 42, c'est quand même hyper intéressant. J'aime bien le modèle, il y a de bonnes idées, mais voilà, c'est un peu long. Enfin, c'est une école, tu vois. Et le problème, c'est quand t'as 25 ans. Oui, surtout que toi, en plus, tu viens de sortir de quand même genre un gros master ou un truc comme ça. Ouais. Donc t'as peut-être pas envie de retourner dans encore 3 ans d'études supplémentaires. Exactement. Et donc, je m'étais dit. Ouais, ça a l'air cool, mais je veux juste un truc rapido pour apprendre à coder. Okay. Bon, déjà, il reste plus trop d'alternatives. Et il y a l'option bootcamp. Ok. Hyper intéressante, tous les wagons, Aeronac et compagnie. Okay. Et donc je faisais ouais cool machin. Et le wagon avait l'air intéressant avec un programme hyper rapide en 9 semaines. Et donc, mais le problème c'est que c'était un peu cher. Et à l'époque c'était moins cher, mais c'était un peu cher. C'est au moins dans les 5000 et quelques euros, je crois. À l'époque, je sais pas, déjà à l'époque. 7000, 6000, 7000, tu vois, un truc comme ça. Ouais, donc tu fais ouais cool, mais. Je viens de dépenser 40 000 euros dans mon master. Non, c'est gratuit, moi. J'ai fait la Dauphine. Mais toujours est-il, non, c'est un peu cher. Et donc, je les contacte pour leur dire bonjour, c'est super, ça a l'air super cool, mais c'est un peu cher. Est-ce que vous faites des réducs? Et ils m'envoient chier, normal. Normal. Ils disent bah non, désolé, ok, bon, tant pis. Toujours est-il, je me dis bon, voilà, j'aimerais bien savoir coder et tout. Et donc voilà, je continue mon aventure. Et puis, à mon retour en France, donc je bois un coup avec des potes, donc notamment avec Anas que je salue chaleureusement. Et Anas, je lui dis putain, j'aimerais bien savoir coder. Bon là, j'ai toujours pas d'idée comment je fais pour apprendre à coder. Et là Anas me dit mais tu devrais lancer une école de code. Ah ouais, carrément. Il me dit ça et là je fais c'est marrant. J'ai eu vite fait cette idée dans le Transsibérien. Là il y a un pote qui me le dit. Ça fait 10 ans quand même que je m'intéresse un petit peu. Tu sais, ma première idée de boîte, ma première idée de CTO. Ouais, ça restait dans l'éducation. En fait, t'as toujours été fondamentalement intéressé par le concept éducatif et les trucs en rapport avec l'EdTech de manière générale, quoi. Ouais, exactement. J'avais toujours un petit peu envie de faire ça. Ça vient d'une frustration que j'ai depuis longtemps. Donc il y a le fameux mythe du user founder qui dit il y a rien de mieux que quelqu'un qui crée une boîte qui va utiliser ton produit parce que ça sera le premier à clasher pour que ce soit le meilleur truc possible. Et donc là je me dis voilà, ça fait des années que je cherchais une idée, c'est bon, je l'ai. Ok, donc là du coup tu te mets en tête d'apprendre le code pour apprendre le code aux autres. Ça va Inception ou quoi? Ah ouais, ça, c'est attends, mais comment c'est possible et tout? C'est quoi ce truc? Alors justement, là où c'était intéressant, c'est que je m'étais dit ok, je monte une école de code pour apprendre à coder. Le mec. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc là, en fait, le concept, c'était
je m'étais dit, ok, cool, donc on est, je sais pas, de fin 2016, et début 2017, je me dis, ok, vas-y, je lance un bootcamp gratos de code, en mode on code sur les canapés. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que je vais faire un programme, genre 2-3 mois, je vais prendre un peu le meilleur des 3 mondes. Tu vois, le côté un petit peu, on travaille ensemble de 42, pas de professeur, que je trouvais hyper intéressant, le côté un petit peu accessible de tous les codes Academy, Open Classroom et tout, qui est hyper bien, et le côté pratico-pratique de tous les bootcamps qui disent, allez, en 3 mois, tu ressors avec des compétences un peu actionnables. Ok, d'accord. Donc à l'époque, je me dis, ok, go. Je demande à mes potes, justement, qui sont très très bons devs, vas-y, j'essaie de faire un petit programme. Donc voilà, bon, Ruby on Rails, parce que eux, ils codaient en Rails. Donc, Ouais, Jam c'était Ruby, en fait, c'est le premier langage avec qui t'étais en. Exactement. Le premier contact, langage, ouais, oui, ils étaient en Ruby on Rails, donc je me dis, ok, go, vas-y. Et donc je soumets un petit peu mes idées à Loïc, que je salue chaleureusement, et qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ajoute ça c'est bien, tu peux faire ci, et ainsi de suite. Et donc là j'avais plus ou moins un programme que j'avais en 13 semaines. Puis voilà, je me dis ok, bon voilà. À l'époque, alors on y reviendra un peu plus tard, mais genre les cours c'était Liladoc, Ouais, et les projets c'était tiens, Suisse tuto. Ouais, c'est ça. Donc Fallait bien commencer quelque part, on va dire. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que je me suis dit, ok, go, j'ai lancé un truc. Donc voilà, j'ai appelé ça The Hacking Project, je sais pas pourquoi, parce que c'est marrant. Et le nom. C'est clair. Le mec. Alors, comment t'as choisi le nom de THP ? Alors, voilà, je voulais monter une école de code. J'ai premier truc venu, et puis en avant Jonathan, j'aime bien l'univers, les hackers bidouilleurs, cet imaginaire-là, tu sais, tous Là, les. c'était hacker au sens premier du terme. C'était Exactement, une personne ouais. qui détourne un objet de son usage. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Je recommande l'excellent livre de Stephen Levy qui s'appelle L'éthique des hackers, justement, qui retrace vraiment les prémices de cet univers-là des années 50 aux années 80, où les gens ils bidouillaient, ils se disaient tiens, un ordinateur, mais on peut faire des trucs, et c'était des gens passionnés. Moi j'aimais bien vraiment le côté un peu passionnel de ça, et vraiment ils ont même la charte du hacker qui dit tout programme devrait être libre et accessible, l'information devrait être au plus grand nombre, enfin il y a des trucs qui me parlaient, tu vois. Ouais. Donc je me dis ok, go en avant, et j'ai un programme, j'ai un truc, ça commence le 31, donc lundi 31 janvier 2017, enfin je m'en souviens. Incroyable. Je dis aux gens, bonjour, je vais apprendre à coder. Je cherche des gens pour apprendre à coder avec moi, parce que c'est plus sympa de se motiver à plusieurs. On va coder sur des canapés chez nous, un peu à l'arrache. Qui veut venir ? Chambé. On reconnaît bien l'éthique et la base de THP, là. Je reconnais bien ça. Ça, c'est vraiment le concept. Et donc, le truc, c'est que je fais un événement de présentation à l'époque, donc au Liberté Living Lab. Je présente le truc et tout, et là je dis voilà, qui veut apprendre à coder, c'est gratos, ça dure 13 semaines, voilà, machin, à la fin vous saurez faire des sites web, machin chouette et tout. Et là il y a quelqu'un qui me pose une question, ouais, alors ce sera qui les profs ? Et là je fais Peer Learning, on va apprendre entre nous. Et il me demandait, est-ce que tu sais coder toi ? Non, je suis venu pour apprendre. Le mec qui monte son école de code, est-ce que tu sais coder ? Non, évidemment, sinon je monte pas une école de code. T'es con ou quoi ? Et là je dis non, moi je fais ça pour apprendre à coder. Et là la moitié de la salle s'en va. Incroyable. Ça c'est du génie, ça c'est pas mal. Okay. Et les gens sont en mode, c'est qui ce fou ? J'avoue, mais genre, les gens ils ont dit mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, ça cet illuminé chelou là. Le gars il est là, il va nous apprendre à coder, c'est même pas écrire une ligne. Mais quand même il y a l'autre moitié de la salle qui écoute et qui fait ok mec, ça a l'air un peu fou. Ouais, et notamment donc t'as la Dream Team qu'on monte de l'époque, donc il y avait Fabien que j'ai interviewé, il y avait Charles, il y avait Élise, il y avait Hugo. Même Charles à l'époque il était pas chaud et c'est Fabien qui lui dit Fabien lui en fait il était entre deux postes et il dit allez viens on va rigoler, ça va être marrant et puis moi je t'aiderai. Et Fabien en plus il savait déjà un peu l'univers du dev, donc ça avait motivé à Charles, et au final on avait réussi à mettre un petit noyau de 5 personnes qui ont décidé d'apprendre à coder. Et donc là, donc pendant 13 semaines en 2017 on apprend à coder, et c'était on va dire folklorique. Ah ouais, tu m'étonnes. ça devait être bien sympa. Donc en fait du coup vous avez suivi les tutos que vous vous étiez mis en tête, le programme que tu avais fait et tout ça. Exactement. Donc on avait fait ça. Donc à l'époque il y avait un Slack, un Trello. Vous avez réussi à vous commit tous les jours, à vous voir en peer learning à la maison. Comment ça se passait ? Alors comment ça se passait ? Donc au début on se mettait dans les appartes respectifs. On a un peu alterné. Donc il y avait chez moi, il y avait l'appart de quelqu'un dans le 18e, il y avait l'appart de quelqu'un d'autre dans le 14e. Il y avait même, c'est marrant parce qu'on se mettait, il y en avait qui vivaient dans les studios, et si t'arrivais à 9h30 au lieu de 9h, il y avait plus de place sur les canapés, sur les chaises, donc tu connais par terre. D'accord. Au moins ça nous forçait à arriver tôt. Pas mal. Et rapidement on s'est dit mais en fait on peut scaler au Numa.
Enfin, tu vois, en fait, à l'époque, au Donc Nouma, vous avez il y a- commencé à sortir des apparts. Ah, on commence à sortir des apparts, on se dit, mais attends, il n'y a pas que des apparts dans la vie. Alors, moi, j'aime bien l'esprit canapé. Hein. Coder dans un canapé, c'est vraiment la base. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bah attends, il y a le Nouma. Et donc, en fait, à l'époque, Nouma, tout le rez-de-chaussée, en fait, c'est un espace de coworking où il disait, tu pouvais venir en prenant un café pour la journée et tu travaillais là-bas. Et donc, du coup, on hackait le Nouma. Ce qui était bien, c'est que c'était vraiment au cœur un petit peu des gens qui voulaient monter un peu leur boîte. Moi, le Nouma, ça m'a arrangé, c'était vraiment littéralement dans le même bloc d'immeuble que moi. Donc, clairement, ouais, moi, donc t'avais vraiment rien à faire. là, quoi. j'avais Tu même pas le temps de descendais, commencer la musique. Ouais. Donc c'était génial, et là on y est resté. C'était vraiment très très cool, et en plus ce qui était bien c'est qu'il fallait arriver un petit peu tôt pour choper les places. Donc ça forçait un petit peu les gens à se motiver à arriver tôt, et donc là on apprenait à coder. Et c'était assez marrant, parce que donc les cours c'était vraiment un peu à l'arrache, des fois même tu vois le programme bah, vu qu'il était fait un peu comme ça, des fois on dépassait, des fois on allait plus vite, machin chouette, des fois on prenait des libertés. Tu vois à un moment il y avait les bots Twitter, et Charles s'est dit ah bah attends je vais faire des bots Twitter pour gagner des bons Uber Eats. La légende, Charles. La légende. Puis à un moment, t'avais le jeu d'échecs en Ruby et tu fais ouais, ça a l'air. Est-ce qu'on le fait ? Non, allez, vas-y, oust. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, en fait, ça t'a permis de bêta-tester ton propre programme. Exactement. Donc je le bêta-teste. Il est marrant. Et après, ce qui est marrant, c'est que l'ambiance était cool. Parce que le programme, il était un peu intense. Et donc, putain, c'était galère, tu vois. T'imagines un peu, tu devais expliquer, machin, ah ben ça se passe comme ça et tout, machin. T'essaies de faire du pair programming. Vers le milieu de la formation, t'as El Famoso au coup de mou en milieu de la formation où tu fais putain, c'est dur, machin chouette et Niveau tout. de Michael Hartle. En fait, l'esprit de corps, l'esprit de groupe, c'est ça qui te fait tenir. Peut-être t'as les gens de la commune là qui sont un peu, mais non, vas-y, allez, vas-y, résiste et tout, allez, on va le faire ensemble et tout. C'est un peu comme donc Charles, il utilisait énormément la métaphore de l'armée, mais c'était un peu ça, tu vois. C'est l'esprit de corps en fait. Tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Et donc en fait, tu pousses les autres, tu te dis non, tiens, résiste et tout. Et donc, ce qui te fait tenir. Là où justement quand tu fais ton Open Classroom seul tout, bah t'es un peu mou du tout. Là t'es vraiment des gens qui sont avec toi, qui font le programme avec toi. Et vu que t'es en peer learning, il n'y a pas de professeur, t'as pas de professeur qui vient te booster, c'est les gens qui te boostent. Et donc ce qui fait que t'es encore plus proche des gens avec qui tu fais la formation. Et tu vas jusqu'au bout, quoi, tu le fais. Et voilà, et après en plus nous on se marrait parce que à 18h, fallait que je prépare le programme évidemment. Donc j'éteins l'ordinateur, j'ai fait que la moitié du projet du jour, bah les couilles. On passe au projet suivant, tu vois. Tu sais, j'étais un peu le moteur, tu vois, je disais bah voilà, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on a fait que la moitié du projet du jour, on voit à peu près ce que ça fait. Allez, projet suivant. Et on allait se prendre ce qu'on appelle la pinte du bonheur. Donc la pinte du bonheur carrément, c'est la délivrance quoi. La délivrance, et après on fait machin. À la fin, le barman de Nouma, il nous voyait venir, il fait pinte du bonheur, pinte du bonheur. C'est là où on voit la violence du programme de départ. Et donc voilà, on buvait les coups. Moi le soir, je préparais le programme. Et en plus, petite anecdote, c'était il y a 5 ans, en avril 2017. Et en avril 2017, on était en pleine élection. Et alors nous, on se faisait des débats enflammés en plein milieu du noir. Les gens, ils disaient. Ils en avaient marre de vous quoi. Ils se disaient, mais quelle bande de fous. T'avais un journaliste qui était venu en disant, oh, vous avez l'air drôle et tout. Est-ce que. Ça, c'est un truc qui nous a suivi de toute façon après tout THP. Tous les lieux où il y a les gens de THP qui se sont réunis, on s'est toujours fait virer à la fin. Non, c'est pas toujours viré. assiéger les trucs, le Nouma, la BNF, la Felchita. Attends, non, on s'est jamais fait virer de aucun lieu. Il y a un lieu, oui, on s'est fait virer. Mais après, le reste du temps, les gens nous trouvaient marrants. Parce que voilà, on était l'ambiance, on buvait des bières et on consommait. Enfin, tu vois, que demande le peuple, tu vois. Plus, on était. Enfin, nous, on était sympas. Après, je sais pas pour les autres, mais. Donc voilà, donc ça c'était donc la fameuse session 0. Et pendant la session, il y a Charles qui me dit mec, franchement, le concept il est plutôt frais. Hein. On est parti avec rien, on avait juste 3 ordinateurs et un peu de motivation. Et à la fin, on ressort, on a un niveau dev. Moi, à la fin de THP, on m'a proposé un taf de dev, tu vois. Et donc je m'étais dit. Ah ouais, en fait. Vu comme ça, tu vois, j'ai fait en fait ma petite école là que j'ai fait pour apprendre à coder. Et Charles me dit si tu veux, donc t'as la vision du projet. Moi, je te fais venir du monde et puis on monte THP. Et là, je fais vas-y, vas-y, comme ça. Donc là, on lance THP. On décide de donner un peu ce programme à plus grande échelle. Donc on se décide, vas-y, de le faire. On est en mai 2017, quelque chose comme ça, et on se dit ok vas-y bah on lance une promo 1er juillet 2017 en avant de Jonathan. L'objectif de THP c'est vraiment de se dire nous ce qu'on veut ça part de ma frustration en mode j'ai envie d'enseigner le code avec une pédagogie qui est quand même plutôt efficace et qui permet de limiter les coûts au grand max, donc de proposer un peu de l'éducation hyper accessible. Et donc on se dit vas-y go, on y va, on lance le truc. Pendant tout le mois de mai et tout le mois de juin, on améliore un petit peu le cours parce que, voilà, pour commencer, donc au 1er juillet 2017.
La fameuse session. Donc là, du coup, je te dis, la première session, moi j'y étais, donc je vois maintenant où Ah. on est. Je vois où on est dans le temps. On s'y tue. Là, je situe bien. Du coup, oui, première session. Première session, je me rappelle bien, les Trello, les GitHub. Slack, c'était déjà Slack, oui. Ouais, Slack, on avait Slack. Le squat à Saint-Ouen. Le squat à la Saint-Ouen. totale. Mais du coup, comment ça s'est passé? Vous avez mis des objectifs, finalement. Enfin, comment ça s'est passé cette première session? Pour vous, du côté THP, moi je sais comment ça s'est passé de mon côté d'élève, mais du côté de THP, comment ça s'est passé ça? Alors du côté THP, en fait c'était exactement ça. Donc Charles, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait en sorte qu'il y ait du monde qui vienne à THP. Donc voilà, on essaie de faire amener du monde en disant vas-y, venez apprendre à coder et tout. Avant on a un système de caution qui nous a un peu servi à nos débuts. Ça a bien lancé, hein, mine de rien. Hein. Voilà, ça a permis de lancer. Ça se trouve sans système de caution, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Ça se trouve, bon bref. Et donc on lance le truc et voilà. Je crois qu'il y avait environ 70 personnes d'inscrites à cette première promo. D'accord. Et parmi les 70 personnes, il y a un de nos élèves qui nous contacte et qui nous dit écoutez, moi si vous voulez, j'ai un pote à moi, il monte des squats et on a un squat dans le 9-3. Voilà, vous avez l'esprit un peu hacking, si vous voulez, vous pouvez faire la formation dans le squat. Normal. Et là on fait t'inquiète, on arrive, on regarde le truc. C'était génial, tu vois. C'était un immense hangar avec plein de bureaux en haut. Il y avait Internet et tout. Il y avait Internet, il y avait une toilette, un frigo énorme qui refroidissait beaucoup trop les plats et les boissons. C'est trop les bières. On était là et on a fait la première promo. On a dit vous pouvez faire partout de THP partout en France. Donc il y avait un groupe à Lyon notamment. Mais si vous êtes à Paris, nous on a un lieu, un pied à terre quoi. Enfin voilà. Vous avez monté THP avec 0 € du coup. On a monté THP avec 0. Le capital social était de 10 €. De capital social de 10 €, je crois que le seul truc que vous aviez acheté, c'était pas un barbecue. C'est pas un truc comme ça. Genre, c'est le seul investissement valable de la boîte. Non, en plus, je l'ai acheté sur le bon coin le barbecue. Donc c'était le frais. Vraiment aucun respect. Ah oui, en plus, juste avant, le samedi d'avant le lundi, donc avec Charles, on va au squat. Et là, on voit. Une entreprise là qui a l'air de vider ses locaux, il y a plein de monde, il y a plein de trucs et tout. On se dit c'est quoi ça, on s'arrête et on regarde, on va à l'intérieur et on fait bonjour et tout. Il disait en fait cette entreprise a déménagé à la Défense, ils ont laissé toutes leurs affaires, servez-vous. Trop bien. Et là, on a pris tous les fauteuils, les tables, les machins. Les canapes obligés, bien sûr. Les canapes obligés. Il faut coder dans les canapes. Il faut coder dans les canapes. Et on avait réussi à prendre tout ça, ce qui donnait un lieu assez agréable pour travailler dans le squat, quoi. C'est vrai. Et donc, la première promo. Alors, la première promo, principalement, donc, les cours étaient sur un Trello. Il y avait le Slack pour la communauté. Et donc moi ce que je faisais c'est que je préparais les cours, je faisais beaucoup de travail de préparation de cours parce qu'à l'époque vraiment les cours, surtout la première promo, les cours c'est Liladoc machin, donc c'était un peu froid tu vois. Et notamment t'avais donc on disait suis le tuto sur le bouquin de Michael Hartle qui est quand même un peu sec et très sec ouais. Et surtout quand tu débutes en informatique c'est un peu galère. Donc moi j'essayais de créer des cours, de faire des petits tutos vidéo. Et donc ça me prenait beaucoup de temps pendant que Charles s'occupait un peu voir un peu que tout ça se passait bien, ramener du monde pour la prochaine promo parce qu'on se dit vas-y il y a du monde, on va essayer de ramener d'autres monde. On déconne avec les élèves, notamment avec toi et avec tout le monde qu'on salue tous chaleureusement. La première session ouais. Big up. Donc on faisait des barbecues au hangar et tout. Et jusqu'à un matin du mois d'août. Jusqu'au fameux matin du mois d'août. Le fameux matin du mois d'août. Et un squat, c'est un squat. Et donc les CRS sont venus dégager le squat. Donc on n'avait plus de squat, malheureusement. Et les élèves se sont retrouvés, ils ont rebondi, c'est le principe de THP. Ça... On s'est retrouvés au Nouma du coup. Et ils se sont retrouvés au Nouma, ouais, exactement. On s'est retrouvés au Nouma. Qu'est-ce que c'était les lieux de l'époque? C'était ça, c'était principalement le Nouma qui commençait. T'avais le bar dans la République là, un truc comme ça où... Il y avait un peu de recyclerie, il y avait un peu de l'Arobase Café. L'Arobase Café, bien sûr. L'Arobase Café à Bibliothèque François Mitterrand, donc qui après a été déserté au profit de la BNF et plus tard à l'ouverture de Station F et la Felicita. Et la Felicita bien sûr. Donc c'est ça, on est viré par les CRS, retrouvés dans des lieux aux quatre coins de Paris, des apparts du coup, et ceux qui avaient la péniche et ceux qui avaient les apparts, l'équipe de Marc qui cote sur une péniche. Voilà, c'est ça. C'est là où on a commencé à voir aussi le pouvoir de THP et le pouvoir en fait même juste des amitiés que ça crée, tu vois, de se retrouver dans les apparts de chacun et de chacune, et c'est là où t'avais les groupes qui étaient vraiment c'était bien. Ouais, bon après c'est une période c'est un truc que tu connais mieux que moi parce que moi du coup je vois ça via la session 0 là début 2017, mais ouais tout ce qui est appart et tout, nous du coup on était moins dans le game. Une fois que le squat a fermé, c'est bon, les élèves volaient de leurs propres ailes. C'est beau.
Donc ouais, on est première session et tout, et donc finalement ça se passe bien, vous commencez déjà à chercher pour les secondes sessions, donc en fait là, à ce moment-là, vous avez déjà, ou vous la construisez, l'ambition de faire une école qui va rayonner bien plus largement et qui va vraiment démocratiser l'accès au code, à l'éducation de manière générale. Comment ça se passe à ce niveau-là, le niveau de l'ambition et tout ça? À ce niveau-là, ouais, c'est exactement ça. En fait, on se dit, ok, il y a un modèle intéressant. On reprend le modèle un peu justement des 3 modèles que j'avais dit un peu plus haut, et on se dit, ce modèle vraiment sans locaux, sans professeurs, donne vraiment un état d'esprit, enfin tu vois, on le voyait un peu genre un état d'esprit un peu de la débrouille, tu vois, et clairement, c'est une compétence douce mais indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Et donc on s'est dit, mais en fait on forme vraiment, j'aime bien, on forme vraiment des gens qui sont activables, actionnables, qui n'ont pas froid aux yeux pour l'avoir fait, hein, je le sens clairement. Et on se dit, ok, c'est cool, c'est pas cher, ça nous permet de faire des formations mais ultra accessibles. Le niveau est meilleur parce que bah, du coup, tu as la compétence débrouille en plus, qui est genre des os pas des os, mais c'est une compétence monstrueuse c'est sûr. à mettre sur le CV. Et donc on se dit, franchement, on tient quelque chose. Vas-y, go, bah on continue. Surtout qu'en plus il y a de l'attraction parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à venir à THP. Nous on était 70, la session d'après vous avez été un peu plus quand même et tout. Donc, un petit peu plus. Il y avait de l'attraction. Ouais, il y avait de l'attraction, il y avait une espèce de momentum. Et donc on s'est dit, ok, go, notre objectif c'est vraiment démocratiser au plus l'éducation, de donner des compétences de demain via cette pédagogie, et ce qui permet d'être ultra accessible. Et d'ailleurs, moi ce que j'aime bien, c'est la grosse force du truc, notre accessibilité promeut la diversité des profils à THP. Ça, c'est un truc, sans l'énorme plaisir que j'ai à faire à THP. Bon, maintenant, ça fait quelques années, 4 ans et demi. Et donc, je me dis, ce qui me fait super plaisir, c'est de voir que grâce à ça, en fait, on a énormément de profils différents. Et en fait, cette diversité fait un peu aussi notre force, tu vois. C'est clairement cette force-là, mais en fait, c'est ce que la majorité des gens venaient chercher. Enfin, je sais pas s'ils venaient le chercher fondamentalement, mais en tout cas, moi, c'est le truc qui m'a marqué le plus chez THP. C'est, je suis sorti, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer par la vie normale, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Par la vie réelle, en allant dans des bars ou c'était des écosystèmes complètement différents et des gens qui étaient animés par la même passion, quoi, et la même volonté surtout. Donc je comprends ça, ouais. Donc voilà, et puis voilà, maintenant 4 ans plus tard. Alors, du coup, le code, toi, ça t'a apporté quelque chose? Tu codes encore? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Est-ce que t'as continué de coder après ou juste, t'as eu le code, t'as fait l'école et basta? Très bonne question. Non, alors vraiment, pour moi, l'apprentissage du code, c'était vraiment le déclic de 10 ans de frustration. En même temps, ça fait 10 ans que je voulais apprendre à coder, ça fait 10 ans que je me sens un peu frustré. Le jour où j'ai eu le code, je me suis dit, littéralement, enfin j'avais cette arme, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma carrière avant d'apprendre le code? Incroyable. Mais qu'est-ce que quoi? Mais genre, mais t'étais un loser avant, mais clairement, tu vois, j'étais un peu en mode, mais c'est la compétence, mais en même temps parce que je veux bosser un peu dans le milieu de l'univers des startups, j'ai envie de monter des projets, je suis curieux, j'aime bien bidouiller du code, enfin tu vois, moi le soir je m'amusais à faire des algos Spotify, générateur de playlists. C'est bon ça. C'est bon, et donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Et vraiment, alors pour moi, indispensable, mais vraiment l'apprentissage du code, ça a été un énorme déclic, même si au final je suis pas dev. Ça a été un énorme déclic parce que ça te permet de comprendre les devs, ça te permet d'acquérir un état d'esprit, ça te permet de enfin, tu vas te dire, ok, en fait, une entreprise, surtout la technique, ça marche comme ça. Pour les petites entreprises où il y a plusieurs trucs. Et en plus, moi, j'aime beaucoup le profil un peu touche à tout. C'est pour ça que je suis entrepreneur, tu vois, tu touches à tout. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'avais vraiment cette volonté de démocratiser, de monter THP pour dire, mais les gens, en fait, vous vous rendez pas compte, c'est juste si tu bossais un peu. Alors évidemment, il y a des milieux où le code ne sert pas, mais clairement, dans ce milieu-là, c'est un indispensable. Moi, j'ai clairement vu un avant et un après code, et vraiment, t'as une assurance. Enfin voilà. Mais après, voilà, encore une fois, parce que moi, j'étais frustré. Je voulais vraiment découvrir cet univers. Tout le monde en parle. En plus, c'est idéalisé. Tu vois, t'as vraiment ce côté machin, social network pour revenir. Et le mec, il est derrière son ordi. La bataille social network, je crois que c'est on cherche un informaticien pour monter un réseau social. En fait, la compétence qui manquait, c'était le code. Donc sacralisation un peu du métier du dev. Et pareil, dans tous les films et tout, t'as un peu ce côté-là. L'imaginaire complet. L'imaginaire du code est très très fort. Donc vraiment, moi, ouais, clairement, l'apprentissage du code, super important. On peut le dire, ça a changé ta vie. Oh bah oui. Même si c'est toujours très cliché de dire ça, on peut le dire, ça a changé ta vie. Ouais, mais le pire, c'est que ça a changé ma vie parce que au final, j'ai monté THP. Mais même si j'avais pas monté THP, clairement, enfin, tu vois, je serais parti, j'aurais fait des métiers hyper intéressants parce que là, du coup, t'as une compétence vraiment où tu te vends très facilement sur le marché du travail. Donc oui, indispensable. Donc ouais, ok, super intéressant tout ça. Donc il y a toujours cette phrase, toi qui reviens dans les podcasts, tu nous demandes toujours
quel conseil on aurait à donner aux personnes qui nous écoutent? Donc là, c'est cool, on a le CEO de THP en face de nous qui demande toujours des conseils. Tu dois en avoir certainement plein toi aussi. Donc c'est quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent? Ouais, alors, ok, réfléchissons. Et quel conseil que je peux donner? J'en ai un. Et je pense qu'en fait, ce conseil, c'est un peu un énorme moteur pour moi, pour ma vie en général. Et c'est en fait un état d'esprit que j'essaie d'inculquer à THP. Et si on me demandait quelle est la qualité que tu veux donner à tes élèves, moi, vraiment, le conseil, c'est rester curieux. C'est la curiosité, pour moi, c'est pas un vilain défaut, c'est tout l'inverse. Les gens qui ont soif de connaissances, qui ont envie de découvrir des choses, qui posent des questions sur pourquoi ça marche, pourquoi machin, c'est la base. Parce que en fait, le monde va vite, le monde change, et si on reste campé sur ses positions, c'est tout de suite très compliqué, et on est rapidement ok boomer, tu vois. Et vraiment, le côté, moi, THP, c'est pour ça qu'on a justement, on a ce modèle un peu en peer learning, parce qu'en fait, c'est de par les autres gens que on se forge, et en fait ça force un peu à aller vers l'autre, à remettre en question de ce que telle personne t'apprend, parce qu'au final cette personne n'y connaît aussi moins bien que toi, donc tu essaies un peu de te forcer de regarder à gauche à droite, de regarder vraiment chaque solution, parce que en fait ton problème il n'a pas une solution, il a plein de solutions, parce que si chaque problème avait une solution, au final il y aurait la paix dans le monde, les enfants ne meurent pas de faim, et sauf que c'est pas aussi simple que ça, et donc chaque problème a plein de solutions, et chaque solution en fait a ses avantages et ses défauts. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te dire, la solution que je prends, c'est celle qui est en faveur avec ma philosophie actuelle. Et en fait, la curiosité d'aller chercher les différentes solutions, d'aller chercher même l'information, c'est pour moi cette qualité qui te permet ça. Donc vraiment, si on me demande dans le futur, en tout cas, c'est ce que t'aimerais, quoi. Voilà, c'est exactement, c'est ce que j'aimerais. Tu vois, si on lit de mort et tout, je vais dire ouais. J'espère que les gens sont restés curieux. J'espère que les gens sont restés curieux, exactement. Et j'essaie d'inculquer ça à THP. C'est pas si simple parce qu'au final, c'est un peu vague. Tu vas rester curieux, ok, merci. Mais vraiment, voilà, si vous devez retenir une seule chose de cette interview, c'est la curiosité est un bon défaut. Enfin non, non c'est nul. La curiosité est la plus grande des qualités. En plus, ça rime. Magnifique. Ok, très bien. Et écoute, merci beaucoup pour ce moment. C'était très très intéressant et on a appris plein de choses sur la jeunesse de THP, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Donc merci beaucoup Félix. Écoute, merci à toi d'avoir joué le jeu de l'interview. Donc c'est marrant parce qu'on a fait la première interview ensemble. Exactement. Et évidemment, comme tu as fait la première promo, je me suis dit on va le faire avec toi. Normal. Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Ouais, avec plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Yes, à très vite. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.